Les vélos Kuota sont fiers de vous présenter cet épisode de Dans la roue du Tour. Bonjour, bienvenue dans la roue du Tour, ici Yvan Martineau. J'ai déjà eu le privilège de disputer une partie de hockey amical avec Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Mario Tremblay et d'autres joueurs du Canadien. Un souvenir impérissable. Aujourd'hui, je m'apprête à jouer à nouveau dans la cour des grands. Ensemble, nous allons parcourir une véritable étape du Tour de France dans les Alpes. Nous vivrons d'autres palpitations en Via Ferrata et en ski d'été sur glacier. Nous visiterons le domaine de Charance pour les amateurs de botanique et nous arpenterons Gap, une ville qui était d'abord un camp romain en l'an 14 avant notre ère. Régis Picou nous donnera sa méthode pour voyager sans endommager son vélo et notre pharmacien nous entretiendra d'asthme et d'exercices intenses. Merci d'être là et souhaitons qu'on vous fera vibrer. Notre terrain de jeu sera donc les Hautes-Alpes, et l'Isère et l'Oisans. Nous baignerons au cœur de sites grandioses où l'histoire du Tour de France rejoint des paysages fantastiques de hautes cimes, de ravins, de vallées. Nous évoluerons principalement entre Gap, Briançon et l'Alpe d'Huez. Le Tour de France, c'est un authentique produit d'exportation et je pense qu'on peut dire ainsi là, qui appartient au patrimoine national français. Orson Welles, oui, le célèbre Orson Welles, déjà en 1950 a dit « c'est une super production ». Alors, à chaque année, l'organisation du Tour de France offre aux cyclosportifs de pédaler intégralement l'une des étapes des professionnels, d'où le nom de cet événement, l'étape du Tour. L'engouement est tel qu'il y a 8500 participants de partout à travers le monde et on en refuse autant. Je viens de Strasbourg, région Alsace. Yo soy de España. I come from England. I'm from West Virginia in the United States. Je viens d'Italie, de la ville de Milano. Moi, je suis hollandais. Française et je viens des Pyrénées-Atlantiques. Jean-François de l'organisation du Tour de France et de l'étape du Tour. Cette année, on pédale vraiment dans la légende. Ah oui, cette année, ça va être formidable. L'étape du Tour Vélo Magazine se déroule sur le parcours Gap, l'Alpe d'Huez, avec l'Izoard, un col extraordinaire, très difficile, très long. Puis le Lotaret, qui est un col plutôt tranquille, mais contre le vent souvent. Donc ça va être difficile au bout de 100 km de l'affronter. Et puis un final grandiose, tout ce qu'adorent les coureurs amateurs et professionnels, les 21 lacets de l'Alpe d'Huez, mythique. L'Izoard, quand vous dites mythique, l'Izoard aussi, il y a tellement de grandes épopées qui se sont jouées là. Ah, c'est vrai que l'Izoard, c'est un col formidable. En plus, c'est un col très beau, très nature, dans la vallée du Queyras. C'est vraiment quelque chose de... Affronter ça, passer par la casse déserte avant d'arriver au sommet de l'Izoard, je crois que les coureurs vont beaucoup apprécier. Merci beaucoup. Bon événement à vous. Merci. Merci. Au cours de notre séjour dans la région, nous en profiterons aussi pour aller voir le désormais célèbre passage Lance Armstrong, où Joseba Bellocchi avait chuté en 1993.
Le grand jour est arrivé. Précisons à nouveau que l'étape du Tour est organisée par le Tour de France qui, lui, fait partie de Amaury Sport Organisation, une entreprise spécialisée qui concocte aussi, notamment, le rallye Paris-Dakar, l'Open de France au golf, le Marathon de Paris. J'ai rêvé à ces cols et à l'Alpe, littéralement possédé par le mythe du Tour de France. C'est un rêve qui se concrétise. Nerveux. Vous savez, il y a un temps d'élimination. Si tu réussis pas tel chrono, véhicule balai. 188 km, est-ce qu'on vous l'a dit? Plus de 600 hommes de 60 ans et plus. Ça, c'est des belles histoires. Par contre, seulement 2,2 % de femmes. Et il y a 46 pays qui sont représentés. C'est parti! Heureusement, nous sortons de Gap par une route nationale, ce qui, à 8500 cyclistes, évite les refoulements qui contraignent à ralentir ou à mettre pied à terre. Parmi les villes et villages visités par cette édition de l'étape du Tour, Briançon vaut le déplacement, le lac de Serre-Ponçon le coup d'œil. Arvieux va intéresser les passionnés d'architecture et d'histoire. Et il y a Gap. Gap qui, au premier coup d'œil, dans certains secteurs, peut jurer dans le décor. Raison de plus de s'intéresser à ce qui était jadis un camp romain en 14 avant notre ère. Notre guide aujourd'hui, Madame André, pourquoi venir à Gap? Eh bien, venir à Gap, c'est faire le choix de se retrouver au nord de la Provence et au sud des Alpes. Ce qui fait qu'on est dans un climat particulier, à 735 mètres d'altitude, au soleil et dans la montagne. André, si le touriste que je suis n'est pas sensibilisé, qu'est-ce qui passe inaperçu? Hélas, c'est les portes de la ville qui passent inaperçues. Les portes anciennes, en fait, qui ont presque toutes 2 siècles ou même plus. Comme celle-ci, par exemple, vous voyez, 1815. Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une porte en noyer, avec tout un travail d'ébénisterie, avec du travail de moine. Voilà, exactement. Minutie du détail. Du détail, alors aussi bien en bois qu'en ferronnerie, hein, avec le tour de la serrure qui est travaillé. On les retrouve où, surtout ces portes-là? Alors, dans cette rue principalement, dans cette rue du Mazel, on en a plusieurs. André, oui? Un incontournable à Gap. Eh bien, nous y sommes, là, sur la place Jean-Marcellin. En fait, c'est la place principale de la ville, puisque c'est le cœur de la zone piétonne. En fait, depuis 1976, Gap a une zone piétonne, ce qui a permis d'ouvrir la place déjà, plus de voitures ici, et d'installer les terrasses sur lesquelles on est bien tout au long de l'année, puisqu'il fait beau toute l'année ici. Ma dernière question, votre coup de cœur? Eh bien, c'est cette place, la place de la République, qui en fait est la place du marché du mercredi matin,
et qui s'anime ici avec tous les producteurs des alentours qui viennent vendre leurs légumes, leurs fruits, leurs produits bio, etc. C'est pas très commercial, c'est vraiment des petits producteurs locaux. Des petits producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits des alentours. Et vous avez une adresse à nous suggérer justement sur cette place, André? Eh bien oui, c'est le Café des Gourmets, là, qui est juste derrière nous. En fait, dans ce café, tous les mercredis matins, eh bien, se retrouvent à la fois les producteurs qui viennent vendre ici, qui font la pause au café, et puis les gens qui sont sur le marché, et puis quelques grands-mères qui viennent se raconter encore leurs souvenirs, qu'on retrouve là au bistrot tous les mercredis matins. Donc, c'est pas touristique, c'est plus l'impression de France profonde. Complètement. C'est pas du tout pour les touristes, c'est vraiment pour les habitués du coin. Bon, et c'est ce qui est intéressant justement pour des touristes, c'est de connaître des petites bien adresses comme sûr. ça. On vient ici, puis et on écoute. Merci, André. De rien. Au moment de notre séjour, la ville de Gap s'apprêtait à recevoir le Tour de France une fois de plus. Ça se sentait, ça se voyait. La couleur de la lumière matinale, la fébrilité, le décor déjà sublime, la mer de cyclistes à perte de vue, tout cela procure un état d'âme quasi euphorique. C'est une longue, très longue journée sur la selle qui nous attend. Il faut savoir que là où un individu ordinaire brûle environ 2500 calories quotidiennement, un coureur cycliste en consomme 6000 dans une étape du genre. Évidemment, je ne prétends pas être un coureur, bien qu'il s'agisse d'une randonnée de type cyclosportive, donc chronométrée. Je n'ai jamais fait de compétition, c'est mon goût du cyclotourisme et de la montagne que je viens assouvir ici. Souvenez-vous, le Tour de France 2003, à quelques kilomètres de Gap, l'arrivée, une descente effrénée, Armstrong, Bellocchi qui chute, Armstrong qui passe à travers champs, c'est désormais bien identifié, le passage Armstrong dans les Hautes-Alpes. Nous voilà arrivés au premier ravitaillement de l'étape du Tour. Les inscrits sont vraiment de tous âges. On aperçoit même un cycliste amputé des 2 jambes. Chapeau. Le plein complété, on s'attaque à un monstre. On entre dans la légende. On entame la montée du col d'Izoard. Les professionnels du Tour de France vont passer ici en roulant exactement le même parcours que nous dans 8 jours. Dans le monde du cyclisme, il y a les sprinters, les rouleurs et les grimpeurs. Fausto Coppi, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Lance Armstrong font partie des meilleurs grimpeurs de l'histoire. Ces athlètes avaient, paraît-il, un rythme cardiaque de 40 pulsations minutes au repos. On dit que les grands grimpeurs se distinguent en général par un long fémur, un buste court, des reins puissants et une forte capacité thoracique. Fabuleux, 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 les paysages. Faut prendre le temps de les remarquer aussi. Le col de l'Izoard relie le Queyras au Briançonnais. Il a été gravi par la Grande Boucle pour la première fois en 1922. Le col de l'Izoard. Louison Bobet, Fausto Coppi, Eddy Merckx ont signé des grands exploits ici.
Pourquoi est-ce que ce col est si réputé? Pour ses paysages insolites et grandioses, pour le rôle clé qu'il a souvent joué, pour sa difficulté. Par son versant sud, depuis Guillestre, on monte de 1360 mètres sur 21 kilomètres. Pire, on avale 900 mètres sur les 10 derniers kilomètres. J'oublierai pas le col de l'Izoard qu'on est habitué de voir à la télé. Oh, on voit tout en haut le sommet du col. C'est loin encore. Tu vois des cyclistes partout. À 8500, là. Ah, c'est magique. C'est aride quand on arrive près du sommet de l'Izoard. Il y a un écrivain ou un journaliste qui a déjà dit « Rien ne pousse sur l'Izoard, sauf des cyclistes ». Quelques centaines de mètres encore et on aura gagné notre ciel, du moins pour le premier des 3 obstacles majeurs de la journée. Plus on grimpe, plus nous avons l'air de fourmis pédalantes dans les lacets serrés. Revoir ces images me procure des frissons. Je n'oublierai jamais cette expérience. Oh, je pense qu'il reste juste un lacet. Avez-vous l'impression de rouler dans la légende? Mais bien sûr, si je suis là, c'est parce que je veux faire partie de la légende. Alors donc peut-être à mon niveau, mais pour moi c'est quelque chose de mythique et d'exceptionnel. Et le fait de participer me rend, au-delà de toute espérance, vraiment très très heureux. C'est un privilège, hein? Exactement. Pouvoir vivre ça? Oui. Et je le ferai. J'ai 60 ans, je suis content, le jour de mon année de retraite, de pouvoir faire cette étape du Tour. Est-ce qu'on fait juste souffrir ou on s'amuse? On s'amuse et on souffre. Bonjour Régis. Bonjour Yvan. On fait l'étape du Tour aujourd'hui. Ça nous prend absolument un vélo en bon état, mais peu importe. Quand on voyage, on veut que notre vélo arrive en bon état. C'est important. Donc, on est mieux de ne pas prendre la boîte de carton. À éviter, parce que dans les compagnies aériennes, ils superposent les vélos puis ils les jettent. Donc, c'est dangereux dans une boîte actuellement. Donc, on y va avec ces beaux caissons-là, rigides, qui protègent vraiment très bien. Oui, ça va maximiser la sécurité du vélo. Évidemment, même chose, si on superpose les boîtes, ça ne s'écrasera pas. OK. Quelles sont les différentes étapes qu'on t'a vu faire? La selle. On a enlevé la tige de selle, mais on l'a marquée au préalable, évidemment, pour la remettre à la bonne hauteur quand on arrive sur place. Même chose pour le guidon. On a mis un tape électrique et on l'a marqué pour avoir le bon niveau des cocottes, donc des poignées du guidon, pour ne pas les mettre trop basses ou trop hautes. C'est pour ça que tu as fait le trait. Exactement. C'est pour avoir le bon niveau. Bon, on a commencé évidemment par les pédales. Après ça, on va passer aux roues. On enlève les blocages rapides. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est un quick release. On dégonfle les pneus, presque au maximum. On emballe les roues. Et le CO2, interdit maintenant? CO2, oui. On ne peut plus l'utiliser. Aucune compagnie aérienne l'accepte. J'ai vu que tu emballais le dérailleur. On emballe le dérailleur. Donc, j'enlève le dérailleur pour éviter d'écraser la patte de dérailleur, finalement, avec la superposition des roues et des boîtes, toujours. Et on met un renfort sur la fourche avant et arrière du vélo.
Même chose, pour éviter d'écraser les fourches, pour que le vélo arrive en bon état sur place. Parce que ce sont des parties plutôt sensibles? Oui, c'est sûr que ça peut décentrer l'axe arrière du vélo ou bien carrément écraser la fourche. C'est un endroit sensible à l'écrasement. Ça nous prend quel type d'outil pour faire tout ça, là? Un minimum. Ça prend en premier une clé à pédale pour les gens qui manquent de force. Donc, évidemment, on a plus de levier avec une clé à pédale. Et après ça, on a ce qu'on appelle un outil Allen key, donc avec toutes sortes de clés Allen dessus, différentes grandeurs, qui permettent d'enlever la tige selle, le guidon, éventuellement les pédales aussi, le dérailleur, etc. Régis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bon voyage. Les Hautes-Alpes, l'Isère, l'Oisans sont des paradis pour le plein air, des paradis pour la farniente en nature, les pique-niques, les balades en amoureux. Mais qui dit haute montagne dit aussi émotion forte. Attachez vos tuques, je termine à l'instant une activité de Via Ferrata. L'origine de la Via Ferrata remonte au milieu du 19e siècle, mais sa pratique, plus commerciale si vous voulez, est beaucoup plus récente. C'est un mélange de marche et d'escalade. Pour évoluer dans la Via Ferrata, on mousquetonne les deux longes sur le câble. Deux longes sur le câble, voilà. Et à chaque point de fractionnement, on enlève une longe, on la passe sur d'un côté du câble et ensuite on enlève l'autre. Parfait, on y va. C'est parti. Ce qu'il faut faire, c'est attendre que la corde soit un peu tendue. Et tu penses à mousquetonner à chaque fractionnement. Voilà, il faut bien anticiper à chaque fois et ça va tout seul. Là, il n'y a pas d'échelle, on met les pieds sur le rocher, ça va bien. Là, tu restes sous le câble. Voilà, tranquillement, tu montes, tu continues. J'ai souvent été impressionné par les récits d'alpinisme. Mais là, ça te démontre qu'ils ont du cran sans bon sens. Alain, c'est une activité pour ceux qui n'ont pas le vertige? Oui. Ou pour ceux qui cherchent à le combattre, comme moi? Voilà. Mais là, tu verras, ça va faire. Oui, oui, bien sûr, hein, c'est quand même un truc... bon, surtout celle qu'on a empruntée là, c'est un peu vertical, mais après, si on s'habitue au vide, hein, prends le câble à pleine main et tu tires dessus. Voilà, pour te relever, là, viens vers moi. OK. Voilà, mousquetonne, maintenant, je te tiens, là, tu risques rien. Hein. Voilà, maintenant, ça va aller mieux. Là, il y a plus de barreaux, c'est mieux. Plus facile. Bon. Je traverse. Ça va être tout simple. Voilà, ton jambe, là. Vas-y, traverse vers moi. OK, donnez-moi 5 secondes. J'ai fait la gaffe de regarder en bas, là. Oh. Quelle activité. Je voudrais bien avoir ma montre polaire pour me dire à combien sont mes pulsations cardiaques. Voilà, c'est tout bon. Mais je l'ai oublié. C'est super bien, là. Hein? On monte bien, on progresse bien. Tu vois, tout le long, comme ça. Il faut bien pousser sur les pieds, de façon à pas trop tirer sur les bras pour pas se faire mal. Hein, pour bien garder de la force quand même dans les bras encore. Hein, bien être sur les pieds, ça va tout seul, comme en escalade en fait. Hein. En fait, la technique, c'est qu'ils se sont beaucoup servis des anfractuosités dans les rochers, dans les failles, pour aménager donc des prises et nous permettre de mieux grimper. Voilà, tu viens vers moi, là ça traverse tout seul. Je me sens en sécurité. Je le sens toujours. Oh là, on est royal. Voilà, ça, ce que j'aime, Alain, là, c'est que t'as beau être millionnaire et avoir tout l'argent du monde. Si tu n'oses pas prendre des petits risques pour venir dans des endroits comme ça, tu t'offres pas des vues comme ça. Ah, c'est des magnifique. plaisirs comme celui-là. On y va. Allez. Pareil, tu gardes bien les bras tendus, tu vois, dans les trucs un peu verticaux comme ça. Tu peux bien te tenir. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien anticiper sur le mousquetonnage, de façon à ne pas te retrouver coincé avec les longes en dessous. Troublant vertige devant l'univers.
Mais c'est une autre façon de découvrir un coin de pays quand on vient en vacances. Voilà, ça permet d'évoluer dans une paroi, de découvrir des panoramas, des paysages, une vallée. Et ça permet, c'est vrai, d'évoluer en montagne tout en faisant une activité physique sympa. Mais pour un touriste qui ne vit pas dans un pays où on a les Alpes, ça vaut le déplacement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Le cadre est magique. Hein, on a ce petit torrent de la Sarenne qui coule au fond, hein, de toutes ces montagnes autour, avec le Louranour au fond de nous, là, cette belle montagne qui est juste au-dessus de Saint-Christophe-en-Oisans. Hein, de l'autre côté, le massif du Taillefer. Vous voyez, tout ça, c'est inoubliable. Combien de mètres, ces montagnes-là? Ces montagnes là-bas, elles se situent vers 3400-3500 mètres au fond. Hein, celle-ci, pareil. Donc, les plus hautes montagnes du massif de l'Oisans, c'est les Écrins. Ça se trouve à 4102 mètres, la barre des Écrins. Donc, tout ça, c'est de l'apprentissage. C'est un peu c'est la porte ouverte à l'alpinisme. Souvent, les gens, quand ils ont fait un peu ce genre d'itinéraire, et ben après, ils voient des montagnes un peu plus loin. Ils se disent, bah, tiens, là-bas, ça a l'air joli. J'aimerais bien y aller. Et ça y est, c'est parti. Le virus est parti. Alain Roche, merci beaucoup. Ah, le virus est parti. Merci. Bonjour Stéphane Noyer. Bonjour Yvan. Je réalise un rêve, je vis aujourd'hui une véritable étape du Tour de France et pourtant les gens ne le savent peut-être pas, je suis asthmatique, comme Sylvie Bernier qui a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques. L'asthme, là, faut pas se limiter. Au contraire, il faut continuer à faire de l'exercice physique. Pourquoi? Ça renforce nos muscles respiratoires, ça stimule notre système immunitaire, ça permet de conserver un poids corporel qui est sain. Il faut se faire suivre par des spécialistes et il y a de bons médicaments. Il existe ce qu'on appelle des bronchodilatateurs, des médicaments qui permettent d'ouvrir les bronches rapidement. Et ça, il faut traîner ça avec soi tout le temps. C'est des médicaments de premier secours. Des statistiques étonnantes encore de nos jours. Il y a 700 000 asthmatiques au Québec, 150 décès par année. Est-ce que ça veut dire que les gens prennent peut-être la maladie un peu à la légère? On oublie trop souvent les allergènes, les acariens, les moisissures, le petit chien, le petit chat à la maison, la fumée. Il y a tellement de gens qui se ramassent à l'urgence. Il y a 50 des gens qui se ramassent à l'urgence à cause des allergènes. Il y a 80 de ces gens-là qui peuvent même être hospitalisés. Et un dernier conseil pour les cyclistes, les sportifs, les asthmatiques en général, il ne faut pas faire comme Yvan Martineau, c'est-à-dire... d'oublier son bronchodilatateur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Depuis le sommet du col de l'Izoard, c'est une magnifique descente de 21 km qui nous attend. Dans les lacets serrés, qu'on regarde en haut ou en bas, on ne voit que des cyclistes. Bon sang, quelle ambiance! Quelle chance! Apparemment, il a la jambe cassée. Au fond de la vallée, on entre dans Briançon. Ici, nous pourrions prendre la direction d'un autre col célèbre, très difficile, le Galibier. Mais l'étape du Tour nous conduit tout droit. Et s'amorce alors l'ascension du deuxième obstacle, le col du Lautaret, où nous remonterons tout doucement, mais sur 30 km à plus de 2000 mètres. Pensez-y, 30 km de montée. Deuxième col, ça va. Ces épreuves de haute montagne au Tour de France correspondent au but que s'était fixé le fondateur de la Petite Reine, Henri Desgranges. Contraindre le coureur, l'humain, à s'employer jusqu'à l'extrême limite de ses forces, de façon à étalonner les valeurs et à stupéfier le public. Avec un col hors catégorie, l'Izoard, puis le Lautaret, et enfin l'Alpe d'Huez à venir, aussi hors catégorie, c'est en plein ce que 8500 amateurs vivent aujourd'hui.
Monsieur, vous avez quel âge? J'ai 63 ans. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'aime la montagne, j'aime faire du vélo. Je participe déjà pour la 5e ou 6e fois des Top Tours. Mais vous prenez le temps de savourer le paysage? Il y a intérêt, oui. Ça y a intérêt. Si on ne le savoure pas ici, on le savoure nulle part. Hein. C'est l'un des plus beaux coins de France. Donc on se fait plaisir avant tout. Parce qu'on est porté à penser qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour la course, les gens sont bien pressés. Sûr, mais il y en a combien qui vont gagner? Il y en a qu'un. On poursuit notre séjour dans les Hautes-Alpes. À Gap, on retrouve le domaine de Charance. Érigé au Moyen Âge, détruit, reconstruit au 17e siècle, le domaine est adossé à la montagne, donc à l'abri des vents. C'est un véritable havre de paix, mais qui s'étale entre 1000 et 1850 mètres d'altitude. Je vais dire un petit peu quelques mots sur le domaine. 220 hectares, bien sûr, plus de 800 mètres de dénivelé. Et au milieu, il y a une collection de roses, à peu près de 600 variétés de roses anciennes, donc qui ont une odeur incomparable, une histoire aussi incomparable. Beaucoup de pommiers aussi? Alors, les vergers, oui. Alors, on a à peu près 500 variétés de pommiers différents et 800 variétés de poiriers, tous différents, qui viennent de tout l'hémisphère nord. Est-ce qu'on peut venir seulement en visite guidée ou on peut venir en visite libre? Les deux. Les deux. Le domaine, donc, qui est un domaine public qui appartient à la ville de Gap depuis 1973, est un domaine où les gens peuvent se promener librement. Il n'est pas fermé du tout. Même si c'est un domaine, ce n'est pas fermé. Les gens peuvent se promener autour du lac, c'est très facile d'accès. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne marchent pas, qui veulent apprécier le bord du lac, la fraîcheur des arbres, etc. Avec les poussettes aussi, c'est facile. Et puis les plus sportifs peuvent grimper jusqu'au pic de Charance, 1882 mètres d'altitude. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est vraiment familial. C'est complètement pour tout type de public, familial, sportif, voilà. Et vous faites de... Ah oui, ça c'est ma petite passion, oui. De l'ethnobotanique. C'est-à-dire l'ethnologie, donc c'est l'étude de l'homme, et la botanique, l'étude des plantes. Et moi je parle des deux, je parle de l'usage des plantes par les hommes. Mais les usages peuvent être très divers. Médicinal? Médicinal, culinaire. Et là il y en a, d'ailleurs sur les terrasses il y en a. Culinaire, mais aussi industriel, ça peut arriver aussi. Puis aussi un petit peu de mythologie, un peu de légende, un peu d'anecdotes, un peu de poésie et tout. Voilà. Vous vous amusez? Oh, je m'éclate. Et les gens, ils apprennent tout de façon ludique, de façon sympa. Parce que la visite classique des terrasses, qui est tous les jours à 16h en période estivale, sur le jardin de terrasse, eh ben moi, je leur montre des petites choses comme ça qui peuvent retenir la plante. Par exemple, la grande astrance, on montre certaines choses. Ou la sarriette, là-bas derrière, qui est une plante dite aphrodisiaque. Ah. Et les gens retiennent comme ça. Alexandra, on a senti la passion chez vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous aussi. Merci. Confidence, où est-ce que j'ai mis pied à terre dans cette étape du Tour qu'allaient parcourir dans quelques jours les As du Tour de France? Ce n'est pas dans l'Izoard, ni dans l'Alpe d'Huez à venir. C'est dans une descente. Au début de la descente du Lautaret, lorsqu'on aperçoit le glacier de la Grave. Au diable, le chrono, cet événement est une extase, un privilège, on ne vient pas ici à tous les jours. J'ai donc pris le temps de contempler. 40 km de descente ininterrompue où nous traverserons notamment une dizaine de tunnels.
n'ajustez pas votre appareil. Voici quelques informations touristiques sur les régions limitrophes ou visitées par cet événement cyclosportif qu'est l'étape du Tour lors de son passage dans les Alpes. La station Les Deux Alpes propose du ski d'été sur glacier pour tout calibre jusqu'à la fin août. De nombreuses équipes nationales viennent s'entraîner en saison estivale. Le snowpark nous permet de constater qu'il n'y a pas vraiment de saison morte pour certains planchistes et skieurs audacieux. Les stations alpines deviennent des lieux de villégiature grisants l'été pour des vacances en haute montagne, en famille ou en amoureux. À l'hôtel Espace de Saint-Jean-Mont-Clair, par exemple, à la limite du département des Hautes-Alpes, on peut voir brouter les vaches, faire de l'équitation, profiter du marché public extérieur, une vieille tradition un peu partout dans les Alpes. À l'Alpe d'Huez, nous avons pleinement apprécié le Pic Blanc, luxueux, moderne, directement sur la station, avec vue sur un cirque de montagnes ravinées et accès direct à une panoplie d'activités en nature. De nombreux événements culturels et sportifs s'y déroulent à chaque été. Si certains édifices agacent l'œil, il fait tout de même soleil 300 jours par an dans le secteur de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes. Après l'école de l'Izoard et du Loteret, au terme de 40 km de descente, encore là, pensez-y, 40 km de descente continue, nous voici au dernier ravitaillement à Bourdoisan. Nous avons maintenant 176 km dans les jambes depuis le début de la journée. Il ne nous reste plus que 15 km à parcourir. Mais 15 km de mythes, d'histoires, d'exploits, l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez où, pour la première fois en 1952, une étape du Tour de France s'achevait en altitude. Fausto Coppi avait alors écrit une nouvelle page de la Grande Boucle en larguant tous ses rivaux. L'Alpe d'Huez, ce sont 21 virages en lacet, numérotés en ordre décroissant. C'est 1160 mètres de dénivelé avec une moyenne de 8 % et des passages assassins à 14 %. Pour l'instant, je suis encouragé. D'abord parce que je me sens relativement bien, tandis que je vois de plus en plus de participants à cette étape du Tour s'arrêter ou faire un bout de chemin à pied. Pire, il y a ces ambulances qui redescendent du sommet. De nos jours, il n'y a pas une journée d'été où l'Alpe n'est pas assaillie par les cyclistes du monde entier, attirés ici par les images du Tour de France. Il y a même des montées de groupe à tous les lundis. Ce courage, en plus, il s'en rajoute, c'est super! Merci. Après 180 km, quand tu termines avec le col le plus difficile de la journée, le mental, t'essaies de l'occuper pour pas qu'il fasse juste regarder la roue d'en avant. La popularité de l'Alpe d'Huez, ça s'explique par auprès des cyclotouristes et cyclosportifs par sa, et je me sens de guillemets, sa relative accessibilité. Le galibier, le Ventoux, on est souvent contraint à mettre pied à terre, alors que l'Alpe d'Huez est un peu plus accessible. Herrera, Hinault, Pantani, Armstrong ont gagné ici. On est au cœur de l'histoire du Tour de France. J'oublierai jamais l'année où Hinault et Greg LeMond ont fini en haut, main dans la main. Tout un Tour de France. Ce qui fait qu'il y a une telle aura autour de l'Alpe d'Huez, c'est que souvent les grands cols, Galibier, Ventoux, on arrive en haut, on bascule de l'autre côté dans l'autre vallée. Alors que dans l'Alpe d'Huez, les cyclistes donnent le tout pour le tout parce que c'est un centre de ski en haut, la route arrête là. Alors ils se vident dans la montée. Bon spectacle. Ce que je vais retenir de ce parcours-là, c'est que au-delà du vélo, on a parcouru une des plus belles routes d'Europe avec plein de tunnels, des bords de lacs. C'était vraiment de toute beauté. Je vais retenir aussi la gentillesse des gens qui se mettaient le long du parcours, qui encourageaient. Des gens qui arrivaient avec leur glacière puis qui nous offraient de nous arroser pour qu'on se rafraîchisse un peu.
La route des Grandes Alpes, est-ce que vous connaissez? Non? La route des Grandes Alpes, c'est un itinéraire touristique qu'on peut parcourir en véhicule récréatif, en motorisé si vous voulez, à moto, à vélo évidemment. Les cols du Lotharet et de l'Izoard que nous franchissons aujourd'hui sont en plein sur cette route qui mène les touristes de Thonon-les-Bains, près de Genève, jusqu'à la Côte d'Azur. Depuis que je me suis procuré ce bouquin il y a quelques années, je me suis promis de la rouler. J'en rêve. Si vous voulez aussi vous laisser aguicher, je vous recommande ce guide Gallimard où l'on parle autant d'histoire, de géographie, des parcs et réserves naturelles. C'est un petit format, mais avec des photos sublimes de paysages alpins. Rappelez-vous, la route des Grandes Alpes, un guide Gallimard. Sur le plan vélo, il n'y a pas que des guet-apens, des cols célèbres dans les Hautes-Alpes, en Isère, en Oisans. Il y a aussi des cols méconnus, des 100 grades, pourtant assez difficiles, que nos muscles nous soulignent en tout cas. Il y a autre chose à faire comme vélo. Pour les familles, les cyclotouristes ou adeptes du vélo de montagne, la ville de Gap propose les balcons du Gap-en-Sey. Ce n'est pas une voie cyclable ou une piste cyclable proprement dit. Il y a des portions asphaltées, mais en certains endroits, le sol est plus accidenté. En fait, les balcons du Gap-en-Sey sont conçus pour le vélo tout-terrain, pour la randonnée pédestre et pour l'équitation. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors, non seulement Alexandra travaille à Gap, mais elle aime le vélo loisir. Oui. Alors, les balcons du Gap-en-Sey, ça fait combien de kilomètres? Quarantaine. Et d'ici quelques années, je pense qu'on arrivera à finir la grande boucle de 50 km en tout. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Déjà, pourquoi balcon? Parce que balcon, on a une vue plongeante sur quelque chose. Et là, de partout autour de Gap, vous allez avoir la vue plongeante sur Gap, à différents endroits, donc différents points de vue. Et il y a une partie avec de l'asphalte, justement, qui manque à finir en chemin de terre. Et ombragé avec beaucoup de plantes, d'arbres, de fleurs, très riches en fleurs. Justement. Parlons-en. Voilà. Donc, si on trouve ça à l'Office de tourisme, pour mieux profiter de la randonnée, on peut se procurer ce bouquin-là. Complètement. C'est un guide sur le paysage et sur la flore du balcon du Gap-en-Sey. Il y a des plantes assez rares. Justement, c'est bien de ne pas promener à vélo trop rapidement. D'accord. Là, ce que je tiens à souligner, c'est qu'à la ville de Gap, à l'Office de tourisme notamment, on prête gratuitement des vélos avec le petit panier en avant pour faire des courses. Pour faire les courses. Et j'insiste aussi sur un point, c'est qu'on prête même le siège pour enfants pour ceux qui veulent se balader en famille. Et est-ce que je l'ai dit que c'est... gratuit. Merci beaucoup. De rien. L'étape du Tour tire à sa fin pour moi et pour bien d'autres. Je suis content d'avoir encore l'énergie d'apprécier tout ce qui m'entoure. Au-delà de l'effort, probablement que chacun, comme moi, se fait plaisir et respire le bonheur. C'est bon, vous y êtes. 2 kilomètres et c'est super. Coucou. Merci. Il reste 1 kilomètre. Ma montre polaire indique 5000 calories pour ma journée. Vos haut-parleurs sont en train de dire qu'il y a eu 1500 abandons.
Raison de plus d'apprécier le privilège d'avoir vécu et complété sans crampes ou blessures cette étape que vont pédaler à fond la caisse les professionnels du Tour de France dans quelques jours. Auparavant, vous avez vu téléphonique votre hauteur du portique, de notre partenaire automobile, et tout dans les rues. T'as l'impression de vivre le Tour de France. Je vous souhaite cette belle folie. Je suis abasourdi par ce que je constate au fil d'arrivée. Ils sont nombreux à grimacer de douleur, très nombreux, ou à s'être blessés. Les services d'urgence sont débordés. J'ai mis 9h46 minutes à compléter l'épreuve. J'évalue à 1 heure le temps dépensé pour réaliser les entrevues, installer, désinstaller la caméra et mes pauses contemplation. On parlerait donc de 8h45 sur mon vélo. 8 jours plus tard, le gagnant de cette même étape au Tour de France l'a bouclé en 5 heures. Tout un fossé. Je n'ai que plus d'admiration pour ces athlètes, même si le dopage fausse les données. Est-ce que ça vaut la peine comme expérience? C'est fantastique. C'est absolument fantastique. Ça fait plusieurs années, j'ai des copains qui viennent faire l'étape. On est un gros groupe de cyclistes de Québec. C'est la première année, ça fait plusieurs années que je planifie venir. J'ai eu une chance incroyable parce qu'il y a un mois, comme à tous les années, c'est complet, il n'y a pas de place. Et puis j'ai eu un appel d'une boîte américaine qui avait une place de libre. Ils m'ont fait une place, donc en temps de 24 heures, j'ai décidé de venir faire l'étape du Tour. On fait ça pour se défoncer ou on fait ça pour le voyage et les paysages? Écoute, il faut vouloir se défoncer parce que pour grimper l'Alpe d'Huez, il faut vouloir s'éclater un peu. En même temps, moi, je suis là avec ma fille, avec ma femme, on fait un voyage, on fait le tour de la France, puis on se balade. La route avec les tunnels, est-ce que c'est une des plus belles routes que vous avez vues dans votre vie? Écoute, comme les Français disent, c'est des tables de billard. Hein? C'est fantastique. Les tunnels à 50, 60, 65 km/h, c'est incroyable. C'est une montée d'adrénaline fantastique. Félicitations. Continuez à vous offrir d'autres beaux voyages comme ça. Merci, impeccable. Merci. Les plus aguerris sont probablement curieux. Comment j'ai monté ça? Évidemment, on suggère le triple plateau, mais je l'ai monté en 39-27. Et vous êtes peut-être curieux aussi, les vélos Quota, ce sont des vélos haut de gamme italiens qu'on trouve dans quelques boutiques seulement au Québec. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette touche de rêve, cette partie de légende. C'est Yvan Martineau. À la prochaine, dans la roue du Tour. Cet épisode de Dans la roue du Tour vous a été présenté par les vélos Quota.